Bonjour à tous, je suis Guillaume et bienvenue dans cette vidéo Santé des enfants et environnement. Aujourd'hui, je réponds à la question de Julie qui me demande comment savoir sur quels polluants il faut agir en priorité. Comment fais-tu dans ta famille? Quels sont les risques qui sont objectivement les plus préoccupants? Ok, merci Julie pour ta question, qui est une très bonne question, c'est-à-dire une question difficile. Ce que je peux te dire tout d'abord, c'est que les pouvoirs publics se posent le même type de questions, et depuis de nombreuses années. D'ailleurs, tu peux aller voir, et ça pourrait être un premier élément de réponse à ta question, tu peux aller voir les deux premiers plans nationaux santé-environnement, les PNSE 1 et 2, qui incluent chacun une liste de substances prioritaires. Donc tu verras que c'est les métaux lourds, donc tels que le plomb, le cadmium, le mercure, l'arsenic, les dioxines, le benzène, les HAP, les PCB et les solvants chlorés. À ma connaissance, il n'y a pas vraiment eu de démarche rigoureuse pour les identifier, en tout cas une démarche publique. Ces substances étaient surtout bien étudiées, leurs enjeux étaient reconnus, et notamment au niveau de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et probablement aussi parce que les pouvoirs publics se sont jugés suffisamment capables de réduire leurs émissions pour pouvoir en faire un engagement public. Alors prioriser des polluants selon une logique de santé publique, cela reviendrait à se baser sur ce qu'on appelle le risque collectif, c'est-à-dire le nombre de décès ou de pathologies qui peut leur être attribué. Dans le même esprit, l'OMS, elle, travaille avec le nombre d'années de vie en bonne santé perdues. Malheureusement, ces évaluations manquent de données pour la plupart des substances, et lorsque ces données existent, elles font souvent l'objet de débats. Si vous voulez en savoir plus, je vais mettre quelques références dans la description de la vidéo. Bon, dans ce contexte général, si on se focalise sur une vie de famille concrète, j'imagine que ta question de parent renvoie à des risques individuels plutôt que collectifs, ceux de tes enfants dans leur environnement spécifique. Il existe de nombreuses évaluations de risques sanitaires dans la littérature, portant sur des situations, des utilisations de produits ou sur des substances spécifiques. À ma connaissance, elles concluent surtout sur un besoin ou non de réduire les risques. J'ai pas croisé spontanément beaucoup de travaux comparant les risques individuels entre eux. En fait, il y a une difficulté qui réside dans les hypothèses qui sont retenues pour la plupart de ces évaluations. Souvent, elles maximisent les risques calculés, car l'objectif de la démarche est de s'assurer de l'absence de risque. Et dans ce cas, les risques calculés peuvent être assez éloignés des risques réels, ce qui rend des comparaisons encore plus difficiles. Et puis de nombreux risques ne sont pas précisément quantifiables au niveau individuel. Par exemple, ceux liés aux perturbateurs endocriniens ou aux substances sensibilisantes. Et puis même si on avait des probabilités pour comparer des risques, il faudrait aussi tenir compte du type de pathologie associée. Et ça, j'observe autour de moi que cela dépend beaucoup de la personne avec qui on parle. Pour faire une grosse caricature, comparer une chance sur 4 d'avoir une perte immédiate de 10 points de QI ou une chance sur 100 d'avoir une leucémie dans 30 ans, c'est le type de dilemme que chacun tranchera avec ses propres critères, ou même ne tranchera pas du tout simplement. Sur le périmètre assez restreint de la qualité de l'air intérieur et des troubles du système respiratoire, les travaux de l'INERIS mettent en regard, sans aller jusqu'à les hiérarchiser, différents produits de consommation courante. Et leurs résultats suggèrent que les encens, et dans une moindre mesure les sprays désodorisants, sont les produits présentant les risques individuels les plus élevés, parmi les produits qu'ils ont étudiés. Bon, et sur comment je fais dans ma famille à moi, à ce stade, je ne gère pas les risques pour mes enfants en essayant de les hiérarchiser très formellement. Globalement, mon approche à moi, c'est de prioriser mes actions sur, je dirais, les gros risques individuels bien reconnus. Donc, par exemple, des revêtements dégradés au plomb ou brûler de l'encens à côté des enfants. Et puis, je me focalise aussi sur les risques qui pourraient s'avérer catastrophiques. Donc, par exemple, des signes noirs de type perturbateurs endocriniens pendant une fenêtre de vulnérabilité. Et sur ce sujet, mes réflexions sont toujours en cours, donc je suis preneur de vos suggestions et de savoir comment vous faites chez vous, quels sont vos critères clés, et puis comment vous les articulez, comment vous les priorisez. D'une façon générale, j'aime bien aussi les actions qui agissent sur un maximum de sources avec un minimum d'efforts. Et dans cette logique, le minimalisme et la sobriété volontaire me paraissent être des outils intéressants à considérer dans nos réflexions de parents véreux prudents. J'aurai l'occasion de vous en reparler. Voilà pour ces premiers éléments de réponse à une question pas simple et assez passionnante, je trouve. Si le contenu de cette vidéo vous paraît utile, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime et à la partager pour contribuer à sa diffusion. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche pour être tenu informé de la publication des prochaines vidéos.
En complément, vous êtes libre de recevoir mon guide offert pour accompagner vos premiers pas en santé environnementale pour parents. Je mets le lien dans la description. Et en attendant, je vous invite à faire partie des parents verts et prudents, des parents qui se penchent sur les questions difficiles, qui tentent d'y répondre au mieux. À bientôt.